Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tennis Break News. Toute la rédaction est ravie de vous retrouver pour cette première émission. Confinement oblige, c'est virtuellement que j'ai l'honneur de réunir nos trois consultants. On va commencer avec un 135e mondial. Qui a dû stopper sa carrière à 28 ans à cause d'une blessure à la hanche. Il est en possession de la dernière raquette d'Ilie Nastase utilisée pour son dernier Roland-Garros. Bonjour Julien Varlet. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bon, il y avait peut-être un autre fait d'armes, mais bon, la raquette d'Illier, pourquoi pas. Ouais, il y en a d'autres, mais on a le temps d'en parler de tout ça. 61e mondial, 5 titres en challenger, une patte gauche délicieuse qui lui permet à 50 ans d'être encore classé moins de 6 et numéro 1 français de sa catégorie. Entraîneur depuis une quinzaine d'années, entre autres, de Marion Bartoli, Gilles Simon, Marc Jiquel, Hugo Humbert. Bonjour Rodolphe Gilbert. Et moi? Bonjour Greg, bonjour les amis. Je suis le doyen en fait de cette émission, donc messieurs, un peu de respect s'il vous plaît. Lui aussi a été entraîné par Rodolphe Gilbert. Effectivement, il a remporté 2 titres sur le circuit ATP, 36e mondial à son meilleur classement. Bonjour Florent Serra. Bonjour à tous, salut Greg. Et enfin, notre invité du jour a été vice-champion de France de paddle en 2017, 3e des championnats de France en 2019, actuellement le 6e meilleur français. On parlera évidemment avec lui de ce sport qui séduit de plus en plus de Français et désormais rattaché à la FFT. Bonjour Jérémy Ritz. Bonjour Greg, bonjour à tous, enchanté et c'est un plaisir d'être là. Alors messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'actualité brûlante. Le patron de l'ATP, Andrea Gaudenzi, a soufflé un peu le chaud et le froid cette semaine. Il se pourrait que le jeu ne reprenne pas avant l'année prochaine, a-t-il déclaré. Mais dans la même interview, il a aussi dévoilé différents scénarios et hypothèses pour une reprise du circuit, avec une tournée estivale en Amérique, une terre battue en septembre, et puis la tournée asiatique. Alors au programme l'US Open, Roland Garros et 7 Masters 1000. Croyez-vous vraiment à ce scénario idéal? On va commencer avec Julien. Bah, tu sais, sincèrement, on ne sait pas du tout où on va, en plus, on voit qu'il y a des cas qui se déclarent au fur et à mesure dans des pays différents, alors qu'on pensait que quand il faisait un temps plutôt tempéré, ça ne pouvait pas, ou le virus était un peu barré. Donc, sincèrement, arriver à ces scénarios-là et ces hypothèses-là, je pense que ça ne sera que de bons soucis, parce que ça veut dire que la vie, entre guillemets, à peu près normale sera relancée. Maintenant, pour moi, je pense qu'on part sur une année où on n'aura plus de tennis, parce que tant que cette maladie ne sera pas assainie, ou au moins un traitement, vaccin, on peut attendre encore bien longtemps, ben, les joueurs ne pourront pas se balader dans le monde entier, les spectateurs ne pourront pas aller dans les stades, donc je pense que ça va être très très compliqué, mais après, d'avoir des idées et de vouloir mettre des choses en place, Gaudenzi a raison, c'est son boulot. Florent, vous en pensez quoi ? Mais c'est sûr que de toute façon, essayer de réfléchir au meilleur des scénarios possible, c'est logique. On a envie de dire, on a envie tous que le tennis recommence le plus tôt possible, à commencer par les joueurs. Donc c'est normal d'essayer de dire si maintenant ça s'améliore, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Donc ça serait redémarrer sur une tournée à l'US. Mais comme l'a dit très justement Julien, on n'est pas tous touchés au même moment, de la même manière par rapport au virus. Donc à partir de là, certains vont pouvoir bouger, d'autres pas encore. Donc ça me paraît assez aussi compliqué de redémarrer aux États-Unis, sachant que les États-Unis aussi, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas dans la meilleure sont pas au mieux également. Donc après, c'est normal qu'il essaye de trouver des solutions, de se dire qu'on peut essayer de terminer la saison. Et aussi, comme Julien l'a dit, je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas au moins un traitement pour limiter tout ça, même Gaudenzi parlait de vaccin, mais bon, on va aussi en attendre, on peut attendre longtemps pour que tout le monde soit protégé. Donc ça peut être assez long. Et là-dessus, je suis plutôt d'avis de l'avis de Julien qui dit qu'on risque quand même d'avoir une saison blanche. Gaudenzi a tout intérêt à garder cette idée-là pour aussi essayer de garder les joueurs aussi dans le rythme. C'est également l'idée pour éventuellement revenir le plus tôt possible. Rodolphe, peut-on envisager une saison blanche ? Bah oui, on peut plus que l'envisager à mon sens. La reprise officielle, elle n'est pas avant le 13 juillet. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait un acteur du tennis qui pense que cette reprise sera effective mi-juillet. L'US Open va probablement être annulé. Ça va être quand même très, très compliqué. Mais je pense que ce qu'a voulu dire Gaudenzi, c'est d'être prêt dès qu'on va avoir une fenêtre de reprise.
que les tournois soient éventuellement prêts. Alors ce sera, on l'espère tous, le plus tôt possible en septembre. Moi, j'y crois très peu. Mais si on n'a que 4-5 semaines de tournoi, faudra essayer de jouer ce qui est possible de jouer. En revanche, on peut être quand même assez pessimiste dans le sens où il y a déjà eu une communication de l'Australian Open qui n'exclut pas de faire un tournoi à huis clos. Ce qui veut dire que Melbourne, c'est quand même fin janvier. Donc, si eux déjà pensent à faire pourquoi pas un tournoi à huis clos, c'est quand même pas un très bon signe qui est envoyé pour ceux qui sont censés jouer avant. Rodolphe, vous avez connu Gaudenzi. Peut-il être l'homme qui va faire bouger les choses et faire enfin en sorte que le tennis parle d'une seule voix? Parce que c'est aussi on va dire la conclusion un peu dommageable qu'on a pu retenir de toute cette situation, c'est que le tennis est aussi en crise dans ses institutions. Gaudenzi, c'est quelqu'un qui est posé, c'est je pense un garçon intelligent, il est à peu près de ma génération, donc j'ai été pendant pas mal d'années sur le circuit avec lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi un peu à calmer tout le monde, son discours est plutôt moderne, positif aussi. Il a l'appui, je pense, de la majorité des joueurs aujourd'hui, parce qu'il est respecté en tant que tel déjà. Maintenant, il va avoir en face de lui d'autres institutions que sont la WTA, l'ITF, des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, ça va être très, très compliqué de pouvoir parler tennis d'une seule voix, mais je pense que le fait qu'il soit là va quand même aider à ça. Greg, oui. Greg, je voudrais juste rajouter un peu, en parlant de Gaudenzi, dans l'interview qu'il a donnée, Rod parlait des instances. Quand tu vois la fin de l'interview, je pense que la Piquet Cup, la Cosmos Cup et la TP Cup qu'on a eu en janvier cette année, c'est loin d'être réglé et que il se passe quelque chose ensemble avec l'ITF. Tu sens vraiment que dans l'interview, c'est l'ATP d'un côté et l'ITF de l'autre. Voilà, oui, mais quand même, certains espéraient que les deux se regroupent. On a bien compris effectivement que c'est pas d'actualité. J'ai bien aimé sur le discours de Gaudenzi, c'est qu'aujourd'hui, bien qu'étant président de l'ATP, pour lui, la priorité cette année, c'est que les 4 gros tournois puissent avoir lieu. Donc, en fait, il y en a plus de 3 aujourd'hui, mais Melbourne arrivera quand même très rapidement derrière. Et la priorité, c'est de faire jouer Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Et pourtant, lui, il préside l'ATP. Donc, son discours est plutôt positif. Et en tout cas, lui, il appelle à l'unité. Là où il fait un petit peu peur, Gaudenzi, pour terminer avec lui, où il rassemble peut-être pas tout le monde encore, c'est parce que tu as parlé de modernité, Rod, c'est vrai qu'il veut faire... il veut éventuellement raccourcir les formats de jeu. Il a plutôt tendance à vouloir faire un tennis encore plus attractif de tendance. Et les joueurs me disaient que justement certains étaient un peu pour le raccourcissement avec les nouvelles règles qu'ils essayaient de faire. Bon bref, j'ai pas l'impression qu'il rassemble tout le monde aussi encore. C'est hors sujet par rapport au virus, mais qu'il rassemble tout le monde encore sur ce type de changement. Tu vois, je sais pas. Jérémy, concernant le paddle, le World Padel Tour a également annulé tous ses tournois. On a appris aussi l'annulation des championnats de France qui devaient se dérouler en juin pour la partie régionale et en septembre pour la phase finale. Vous pouvez jouer, vous, actuellement, ou toutes les structures sont fermées? Alors, en France, toutes les structures de paddle, elles dépendent de la Fédération française de tennis. Donc, les règles pour les clubs de paddle sont exactement les mêmes que celles pour les clubs de tennis. Donc, c'est impossibilité de pratiquer quel que soit le lieu. Et après... Il y a des cours de tennis privés, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités en paddle pour ça ou pas encore? Oui, il y a quelques villas dans lesquelles il y a des terrains de paddle privés. Il y a certains joueurs qui se sont organisés pour ça, pour justement, comme on a pu entendre avec Lucas, Pouille ou d'autres, s'organiser pour avoir des endroits pour jouer. Mais après, de façon publique et officielle, entre guillemets, il n'y a aucune possibilité de se rendre dans un club ou sur un terrain de paddle aujourd'hui. Ok. Vous avez l'espoir de rejouer avant la fin de l'année Alors, sur le World Padel Tour, c'est un petit peu les mêmes contraintes que l'ATP, avec la limite que c'est un circuit qui joue dans la grande majorité dans un seul pays, qui est l'Espagne. Donc, il y a des contraintes de voyage qui sont quand même un petit peu moins importantes. Mais pour autant, il y a des joueurs qui viennent de partout dans le monde, et notamment beaucoup de Sud-Américains. Donc, il y a exactement les mêmes contraintes. Aujourd'hui, la reprise, elle est programmée autour du 15 juin. Mais comme l'ont dit mes camarades pour le tennis, aujourd'hui, il y a clairement personne qui croit à ces dates-là. L'Espagne, comme on parlait des États-Unis, est aussi dans une position assez difficile par rapport au virus. Donc, la tendance aujourd'hui, c'est plutôt ou un redémarrage à l'automne ou plutôt dès le début de l'année 2020.
On aura en deuxième partie d'émission tout le thème sur le paddle. On va rester sur le tennis. Une solution a été proposée en Espagne et en France aussi, avec notamment Thierry Assion, organiser des tournois nationaux. Alors on a entendu que Tsonga, Pouille, Chardy, Grégoire Barrère, Djokovic et Medvedev, qui vivent dans le sud de la France, seraient prêts à jouer ce tournoi. Qu'en pensez-vous, Julien? Ça ne peut être qu'une bonne initiative de la part de Thierry, et qui, voilà, après, qui plus en plus dans son écurie, il a quelques joueurs, parce que voilà, il a Joe qui l'entraîne, il y a Greg Barrère qui est aussi dans son écurie, donc il a quelques joueurs français comme cela. Maintenant, même si c'est un petit peu, entre guillemets, champêtre, mais c'est juste essayer de relancer la chose. En plus, là, la fédération vient d'annoncer qu'elle allait débloquer 35 millions d'euros il y a juste une heure pour les clubs. Donc, je pense, et pour avoir échangé avec Thierry, la Fédé et l'appui aussi. Donc non, ce n'est que bénéfique. En plus, effectivement, ça serait dans le sud de la France, donc faut pas oublier que, mine de rien, un peu comme Rodolphe et un peu comme Flo, ils sont résidents à Monaco, donc la plupart des joueurs du top 100 vivent sur Monaco. Non. Non, mais beaucoup de joueurs du top 100 vivent sur Monaco, donc si les tournois se jouent vraiment dans le sud-est de la France, automatiquement, ils ont un peu de déplacement, donc il y a beaucoup de joueurs qui seraient pour. Maintenant, l'idée est là, c'est comme Codenzi, l'idée est là, s'il peut mettre ça rapidement en place, et en espérant qu'il y ait de confinement, je veux dire, ce n'est que bénéfice, sachant qu'il ne faut pas oublier, il n'y aura pas de points ATP, il n'y aura potentiellement pas forcément beaucoup de prize money, ça sera de l'exhibition, mais en tout cas, les joueurs pourront jouer, nous on pourra voir du tennis, et ça relancera un peu l'économie tennistique. Justement, voir du tennis, mais pour ça, il faudrait que ce soit produit, télévisé. On en parle de ça ou pour l'instant, parce qu'il faudra aussi régler ça. Parce que organiser ce tournoi, c'est bien, mais j'imagine que l'idée est aussi de le donner pour le grand public. Non, je pense que ça sera bien sûr, ça sera dans les tuyaux, effectivement. Florent, c'est une certitude même. Moi, je trouve que c'est très bien parce que d'abord, on est des compétiteurs, donc c'est bien de s'entraîner. Et encore là, s'entraîner, je sais qu'il y en a qui arrivent à le faire, peut-être à progresser sur certains trucs, mais c'est plus de l'entretien, je pense qu'on peut faire pendant cette période au mieux. On en parlera après, mais on est des compétiteurs, donc les joueurs ont envie de jouer des matchs, donc forcément, ces tournées, ça sera quand même bien. Et puis, il n'y aura pas de points ATP, mais encore plus à l'époque de Rhodes, il y avait, vous savez, les Masters en France, on avait le circuit des tournois français où on avait plusieurs tournois à jouer. À la fin, il y avait un Masters qui se jouait parmi les meilleurs et tout. Je trouve que bien sûr, pour voir du tennis et tout, c'est top. Et pour reprendre le rythme, peut-être avant, ils jouent en septembre et puis la tournée sur terre battue pour reprendre le rythme et tout. Et puis avoir du beau monde, relancer le tennis aussi, comme disait Jules, au niveau économique et tout. Ça peut être une excellente solution, mais il faut que les joueurs fassent bien entendu des matchs. Tu peux pas arriver comme ça sur des Masters 1000 sans avoir joué un match pendant 3, 4 mois ou 5 mois ou plus. Hein. Jérémy, avant d'être joueur de paddle, vous êtes passionné de tennis. Ça vous manque le circuit? Ça vous manque de voir des matchs Oui, bien sûr. En tant que passionné, on a tous envie de voir les joueurs, on a tous envie de voir les tournois. Donc évidemment, ça manque à tout le monde. Alors, je vais presque dire encore plus dans une période comme en ce moment où on a beaucoup de temps devant nous. Donc on serait particulièrement ravis de pouvoir voir du sport. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas possible et c'est tout à fait compréhensible. Mais pareil, je trouve que c'est une super initiative. Si demain, ça peut être une première phase de reprise sur des choses un petit peu plus locales pour justement limiter les contraintes de déplacement, de propagation de virus et puis de participation de tous les joueurs du monde à un seul même endroit, moi je trouve que c'est une super initiative et je serais le premier content de pouvoir suivre ça à la télé, clairement. Rodolphe, tu joues encore au tennis à haut niveau, on le rappelle, classé moins de 6. Bon, alors ça parle peut-être pas au grand public, mais c'est quand même un très très haut niveau. Tu souhaitais parler, toi, des compétitions nationales, justement, parce qu'il y a aussi le sport pro qui est à l'arrêt, mais c'est tout le tennis, en fait, qui est à l'arrêt. C'est tout le tennis, effectivement, et surtout dans une période comme celle-ci. On avait tous les interclubs, les matchs d'équipe qui devaient commencer d'ici 3 semaines et qui ont été annulés cette année. Et évidemment, c'est bien normal. Il y a également tous les tournois, et notamment tous les tournois d'été qui sont censés arriver. Là, je regrette un peu que la fédération n'ait pas communiqué là-dessus du tout. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui aimeraient avoir une éventuelle
date de reprise, même si on sait elle sera forcément incertaine puisqu'on a très peu de visibilité. En même temps, je pense que le déconfinement, ça va être quelque chose de progressif. Il va d'abord y avoir la vie qui va reprendre, puis on aura l'autorisation d'aller retourner dans les clubs de tennis, et puis après, on aura le droit de faire, je l'espère, des compétitions nationales avant de pouvoir repartir à l'international. Donc, c'est important. Je crois que la fédération devrait essayer de communiquer un petit peu plus par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de refaire des tournois et refaire de la compétition, même si ce n'est pas forcément de la compétition de haut niveau. Le sujet de préoccupation en ce moment, c'est aussi comment aider les joueurs et les joueuses en grande difficulté financière avec cette suspension du circuit. Alors ce n'est évidemment pas le seul sport dans cette situation, ni le seul métier. On a bien compris que toute l'économie mondiale était en grande difficulté. Surtout pour des joueurs de tennis qui n'ont que deux sources de revenus, les prize money, donc là il n'y a pas de tournoi, et le sponsoring qui concerne que les top players et les top joueuses. Ce débat sur une meilleure redistribution des revenus pour lutter contre la précarité de centaines de joueurs et joueuses était déjà sur la table bien avant cette crise sanitaire, et donc forcément aujourd'hui il y a urgence. Florent, le président de l'ATP, a annoncé qu'il allait soutenir les joueurs et les joueuses classés entre la 250e et 500e place. Alors c'est une précision qui peut surprendre. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Il faut d'abord, l'ATP n'a pas communiqué tout de suite, c'est vrai, les joueurs étaient un petit peu dans l'attente, et je pense que c'est aussi pour ça que la société privée Hatton Price a essayé de se bouger assez vite, a essayé de récolter des signatures de la part de pas mal de joueurs pour dégager un fonds pour distribuer de l'argent. Après, ils sont partis assez haut, parce qu'ils voulaient partir des joueurs du top 5, entre 50 et 100, et puis au-delà, donc entre 50 et 500. Je crois, l'ATP vient de se bouger aussi, du coup, à la suite de ça, et parle de joueurs, bien sûr, moins bien classés. Il faut savoir, je pense, pour moi, maintenant, il y a encore plus de prize money qu'à mon époque. L'époque avait encore plus de prize money que celle avec Jus et avec Rod. Mais pour moi, quand on est entre 50 et 100, je pense qu'on peut vivre 2-3 mois sans revenus, surtout avec les prize money actuels déjà. Donc, je trouve que ça partait, c'est vrai, assez haut. Après, si vous jouez pas tous les grands chelems et tout, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, au-delà de la 100e place, au-delà de la 150e place mondiale, déjà, ça devient un petit peu plus dur parce que les joueurs jouent des matchs par équipe qui n'ont pas lieu pour essayer d'avoir de l'argent et voyager. Il y a un petit peu la structure à payer, bien entendu. Mais voilà, dans le top 100, pour moi, il y a pas besoin. On peut faire 100 pendant plusieurs mois. Maintenant, il y a des joueurs, oui, forcément, entre 150 et 200 et 500, qui sont un petit peu plus dans le dur dans cette période. Il faut essayer de trouver une solution. Rodolphe? Je dirais que même en dehors de cette période, les joueurs qui sont entre 250 et 500, ils sont en difficulté. Ouais. C'est un vrai problème et un vrai débat de fond. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, ce qui intéresse la plupart des gens, c'est le tennis de très très haut niveau, et on essaye toujours d'améliorer les prize money qui gagnent de plus en plus d'argent. Mais il faut savoir qu'entre 250 et 500, voire au-delà, il y a beaucoup de joueurs qui voyagent toute l'année, et pour eux, c'est la vraie galère. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de corruption dans ces classements-là. Parce que la vie sur le circuit, quand vous avez des tournois, vous jouez à l'étranger et votre prize money du premier tour, c'est 100 €, et que vous avez tous vos frais à payer, vous faites vite le calcul entre les billets d'avion, l'hôtel, la nourriture, laver le linge, recorder sa raquette, et que vous avez été battu au premier tour, vous avez une semaine à attendre et que vous avez gagné 100 €, évidemment, c'est la galère. Voilà, donc bien sûr, quand on parle d'un vainqueur de Grand Chelem à 2,5 millions de dollars sur les 15 jours, c'est énormément d'argent. Mais il y a ces classements-là, je dirais même 250. Moi, j'affinerais un tout petit peu, même aux alentours de 220, 225, puisque 225, c'est la limite pour jouer à peu près les qualifs des Grands Chelems. Et ça change beaucoup de choses pour les joueurs qui sont même en qualif de Grand Chelem. Ils arrivent aujourd'hui à avoir un prize money qui n'est pas neutre. Au-delà, quand vous êtes au-delà de la 230e place, vous ne jouez pas ces qualifs-là. Et là, les prize money, ils deviennent très bas par rapport à tous les frais que vous pouvez avoir, et vous ne gagnez pas votre vie. C'est valable donc au niveau international entre 220 et 800. Et puis, c'est la même chose au niveau national entre le 20e français et le 200e français. C'est la même fourchette.
Voilà, et il est grand temps de s'occuper de tous ces joueurs-là. Julien, Ouais, vas-y. je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à tout ça. Là, on parle de l'ATP, il ne faut pas oublier qu'aussi, il y a l'ITF, des joueurs qui sont en delà, on va dire même de la 500e place mondiale. Donc ces joueurs-là sont encore plus dans le dur. Et voilà, j'ai fait un peu les calculs pour une autre émission en discutant avec un autre journaliste. Par exemple, j'ai fait une interview de Lucas Poulain, qui est un joueur français qui a 23 ans, 24 ans, qui est 540 mondial. Entre le début du 1er janvier et l'arrêt du confinement le 16 mars, il avait gagné 3 900 € ou 4 000 €. Il est 540. Quand tu vois qu'un Greg Barrère, maintenant, qui est rentré dans le top 100, comme le disait Flo, ils peuvent vivre un peu plus facilement. Lui, en faisant moins de matchs, il a gagné 154 000 €. Donc tu vois quand même la balance, elle est très compliquée. Et évidemment, on parle de l'ATP, mais la WTA pour l'instant n'a pas communiqué. Mais C'est la même chose. on espère aussi qu'ils auront évidemment une politique pour aider les joueuses. Julien, le grand public semble ne pas vraiment comprendre ce débat. L'argent dans le tennis. Dans l'inconscient collectif, le tennis reste un sport de riches. Il est difficile d'imaginer que pourtant des centaines de joueurs pros, alors après il y a toujours la définition à donner du joueur pro, mais ça concerne une immense majorité. Vous avez fait partie de ces joueurs aux portes du top 100 qui ont dû cravacher en fait toute leur carrière pour jouer, pour gagner de l'argent, et c'était pas des sommes énormes. Comment faire aujourd'hui pour aider ces joueurs et ces joueuses? Après, pour moi, Flo, Rod en parlait, mais effectivement, une répartition des prize money, je pense que ça serait déjà. Alors, faut pas oublier que tu as l'ATP et l'ITF. L'ITF, c'est les 4 grands chelems, les tournois futurs, qui sont vraiment la 4e division. Après, vous avez l'ATP où il y a les challengers et les tournois ATP, 250, 500 et 1000. Mais on parle des fameux matchs truqués, comme l'a dit Rod. Mais sincèrement, pour endiguer ça, c'est très simple. L'ITF a un levier qui est très simple, c'est de dire demain, tous les matchs sont potentiellement jouables sur les sites internet, sur les sites de paris en ligne, d'accord ? Mais l'ITF prend une licence pour que ces matchs soient diffusés sur les sites internet de plusieurs millions d'euros. Donc si demain ils disent bah non, on met plus ces matchs-là sur les sites de paris en ligne, automatiquement, tu as beaucoup moins de trucs, de matchs truqués qui vont avoir lieu parce qu'il y aura moins de personnes qui vont pouvoir jouer. Déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que sur l'ITF, effectivement, une répartition des prix serait peut-être intéressant. Maintenant, une fois de plus, c'est sûr que si tu dis à Djokovic, au lieu de prendre 2 millions de dollars, il va prendre 1,7 million, ça ne changera pas grand-chose, mais ça peut changer la vie de beaucoup de joueurs. Maintenant, est-ce que Djokovic est capable d'intégrer ça, de dire que, entre guillemets, pour l'intérêt général, ça reste un sport individuel, un sport égoïste, le tennis, mais voilà, je pense que c'est une répartition. C'est ce que je vois le plus simple, de mon humble avis. Jérémy, ce qui est dur, c'est de trouver la bonne fourchette. C'est vrai que Rod a parlé de ceux qui rentrent maintenant dans les qualifs de Grand Chelem et tout. Tu peux encore faire des saisons correctes en étant 150 parce que tu rentres. Sayed Benchetrik d'ailleurs qui a brillé en qualif dans ces tournois-là et qui a un peu sauvé entre guillemets ses saisons. C'est pour ça que c'est difficile de trouver une fourchette précise. Le gars qui est 501, il va pas rentrer dedans. Là, la TP a dit 250. Voilà. Trouver aussi, il y aura forcément des joueurs déçus. Après, il faut rentrer dans les clous. Comme le gouvernement essaye de faire avec les entreprises et tout, c'est assez compliqué. Ouais. Jérémy, peut-on gagner sa vie en étant joueur professionnel de paddle aujourd'hui? Et est-ce que c'est un sport professionnel, oui, mais est-ce qu'il y en a beaucoup des personnes qui en font leur métier? Alors, effectivement, les meilleurs joueurs du monde sont des joueurs professionnels qui font que ça et qui, pour les tout meilleurs, gagnent très bien leur vie. On est évidemment très loin des sommes que peuvent gagner. Alors, c'est quoi très bien gagner sa vie? Alors, c'est toujours difficile d'avoir des chiffres précis. Mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, un tournoi World Paddle Tour, la paire vainqueur gagne à peu près 25 000 €. Mais à l'inverse du tennis, il y a pour tous ces joueurs-là des sponsoring qui sont un petit peu plus importants. À l'échelle d'un joueur qui gagnerait 25 000 €, il y a beaucoup plus de sponsors. Et par exemple, déjà, il suffit de regarder les t-shirts des joueurs de paddle. Ce qu'il n'y a pas dans le tennis, c'est des arbres de Noël avec des sponsors publicitaires partout. Donc, l'immense majorité des revenus des joueurs pros, c'est le sponsoring. Et on va dire qu'un joueur du top 5 mondial, ça va être autour de à peu près 500 000 € par an. Donc, c'est quand même des revenus très, très confortables. Mais là, on parle vraiment des tout meilleurs. Après, concrètement, aujourd'hui, il y a 20-30 joueurs qui vivent correctement du paddle au niveau mondial et pas de français. Ok.
Voilà. Une joueuse française, qui est une ancienne joueuse de tennis, qui a été 400e ou 500e, qui s'appelle Alix Colombon, qui est aujourd'hui 30e joueuse mondiale de paddle, et qui gagne un salaire cadre supérieur grâce au paddle. Voilà, c'est la meilleure situation qu'on a aujourd'hui. Ok. Un autre débat a enflammé la planète tennis pendant quelques semaines, la décision unilatérale de la FFT de reporter Roland-Garros au mois de septembre. Alors Sylvie Barrère, la mère de Grégoire, nous a contactés parce qu'elle souhaitait connaître votre position sur ce sujet. Alors il y a deux clans qui s'affrontent. D'un côté ceux qui ont critiqué la forme et puis ceux qui ont défendu le fond. Et la volonté coûte que coûte de sauver le tournoi pour éviter une annulation qui aurait des conséquences économiques et sociales dramatiques pour l'ensemble du tennis français, hein, les acteurs, les salariés, les intermittents, tous les partenaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Rodolphe, de cette décision ? Moi, je vais défendre le fond, évidemment. Ne pas avoir de Roland-Garros cette année serait catastrophique sur bien des points, et pas uniquement sur le point de vue du tournoi, mais sur tout ce que ça découle, tout ce qui peut en découler derrière. Mais je ne suis pas non plus satisfait de la forme, voilà, parce que défendre Roland-Garros, évidemment, c'était la priorité, mais à n'importe quel prix, je ne suis pas non plus forcément d'accord avec ça, dans le sens où je pense qu'il devait y avoir un peu plus d'unité avec les autres acteurs importants tels que Wimbledon et l'US Open, et bien évidemment l'ATP et la WTA. Prendre une décision dans son coin et l'imposer et passer comme ça en force, ça n'a fait qu'à mener des ennemis à la fédération. Et je suis même convaincu que les autres tournois du Grand Chelem et certains acteurs importants du tennis vont pas faire de cadeaux à Roland-Garros à partir de maintenant. Et je trouve ça bien dommage parce qu'on aurait pu trouver une décision commune. Julien ? Après, je suis comme Rod, et effectivement, je suis tout à fait d'accord. Bernard Guicelli et Guy Forget ne peuvent que défendre leur tournoi. Après, effectivement, la manière n'y est pas forcément, mais si Roland-Garros ne l'a pas fait, peut-être que ça aurait été un autre tournoi, et au détriment du tennis global. Il ne faut pas oublier que 85% des clubs qui sont subventionnés du tennis en France vient de Roland-Garros, donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un de défendre son bout de gâteau. Maintenant, effectivement, la forme, je ne suis pas dans les petits papiers. Comme on l'a lu et comme on l'a vu, est peut-être pas forcément la plus belle, la plus saine. Et je suis un peu d'accord. Je pense qu'il y en a certains qui vont pas faire de cadeaux à la Fédé dans les jours à venir, ouais, effectivement. Alors la forme était tellement malvenue que l'ATP a carrément menacé de retirer les points de Roland-Garros. Une menace qui heureusement aujourd'hui n'a plus lieu d'être, mais qui a permis au moins de renouer le dialogue. Et désormais, la FFT travaille avec tous les acteurs. Cette décision, Florent, était-elle une erreur ou finalement indispensable, quitte à faire polémique ? Ouais, écoutez, moi je pense que c'était un petit peu, osé aussi de vouloir retirer les points. Après, je suis entièrement d'accord que forcément les autres doivent communiquer avec l'ATP, avec les joueurs qui sont au board, et ça n'a pas été fait parce qu'ils ont été dans l'urgence aussi. Je pense qu'il y a eu un petit peu de panique et du coup. On s'est concentré sur l'idée d'essayer de le jouer à la meilleure période. Donc, ça a créé des polémiques parce qu'il n'y a pas eu une communication extraordinaire. Après, je comprends la Fédé aussi qui a voulu se placer ici. Après, pour répondre à la question, je trouve le fait de vouloir retirer des points ATP, c'est un petit peu excessif aussi. De toute façon, il n'y aurait pas eu grand monde non plus. Parce que même s'il n'y a que le prize money, si tu n'as pas de points ATP, bon, on serait venu prendre le billet parce qu'il y en a beaucoup maintenant au premier tour. Mais bon, c'était sans aller là-dedans, je pense qu'il y avait quand même, sans cette menace-là, une meilleure façon de communiquer, et comme ça a été fait à la fin, d'arranger tout le monde et que tout le monde essaye d'être satisfait. Donc voilà, ils vont trouver une solution, mais encore une fois, c'est que des choses hypothétiques. Sachant qu'on ne sait pas si Roland-Garros pourra se jouer ou pas en septembre. Et comme je te disais, moi j'ai envie qu'il se joue. Hein. En tant que joueur, j'attends que ça, qu'il y ait Roland, qu'il y ait une belle fin de saison, et en tant que consultant également. Et ce que je vous disais quand on a été coupé, j'ai envie d'y être pour voir ne serait-ce que l'évolution qu'il y a eu encore cette année avec les travaux, ne serait-ce que pour faire vivre le tennis aux autres. Donc on a envie que ça se joue. Comme tu le dis, c'est hypothétique. Jérémy, vous en tant que passionné de tennis, vous êtes dit quoi quand vous avez lu le communiqué de la FFT ? En premier lieu, quand on voit ça, c'est que tu es content que ce soit décalé. C'est-à-dire quoi, comme disaient mes camarades, en tant que passionné de tennis, on a envie que ça se joue. Après, effectivement, sur la forme, je pense que ça a été très compliqué. On a même vu d'ailleurs beaucoup de joueurs se plaindre du fait qu'ils ont appris la nouvelle
comme un supporter lambda sur Twitter, sur Facebook, choses comme ça. Effectivement, la communication n'a pas été bonne. Je rejoins aussi le fait que, effectivement, je pense que Roland Garros, avec cette attitude-là, c'est pas des amis dans le microcosme global du tennis. Voilà, vouloir sauver ses intérêts, c'est bien, mais on peut pas oublier que Roland Garros, c'est un tournoi parmi un circuit et on peut pas faire ce qu'on veut tout seul quand on est avec les autres. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu des vraies erreurs de ce côté-là. Vous l'aurez compris, impossible de savoir quand le circuit va reprendre. Difficile donc pour les joueurs et les joueuses de se préparer pour cette hypothétique reprise. Certains joueurs et joueuses sont confinés sans pouvoir jouer, d'autres ont à disposition des terrains de tennis. Globalement, on voit quand même une majorité se maintenir en forme. Vous avez été joueur. Vous feriez quoi, vous, en ce moment? Plutôt séance d'apéro ou séance d'abdos? Moi, après, il faudrait demander. Tiens, ça serait intéressant de demander à Rod parce que Rod m'a entraîné et entraîné Flo. Donc, comment lui ferait? Maintenant, moi, perso, effectivement, je suis dans un appartement. J'essaierai de faire un maximum, limite me restreindre un maximum sur la bouffe, sur l'apéro, même si je pense que c'est compliqué. Parce qu'il faut se mettre des objectifs hauts pour avoir un minimum. Parce que tu te dis, si je peux pas jouer, je suis un peu en week-end. Donc, mais voilà, essayer de s'entretenir. Mais c'est là où c'est intéressant parce que j'en discutais avec pas mal de joueurs. Ce qu'ils disent tous actuellement, c'est s'entretenir, c'est pas s'entraîner. Ouais. Tu vois, il y a quand même une grosse différence entre l'entraînement et l'entretien. C'est essayer d'avoir un minimum, se garder un minimum bien physiquement pour ensuite pouvoir repartir sur le terrain. Ce n'est pas de l'entraînement, ce n'est que de l'entretien. Il y a vraiment une différence. Moi, de l'extérieur, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Notamment, j'avais vu l'interview de Lucas Pouille qui disait, justement, je vais jouer un peu. Pas plus que ça, parce que moi, d'un point de vue seul, je me suis dit pourquoi il joue pas plus. Enfin, il est confiné dans une maison avec un mec qui a plus ou moins son niveau. Pourquoi pas jouer plus et pourquoi pas essayer de s'entraîner le plus possible pour ou rattraper du retard ou progresser. Alors peut-être que mentalement c'est trop difficile, mais moi, de point de vue extérieur, ça m'a interpellé. C'est intéressant ça, Rob, parce que tu n'as pas de joueur actuellement dans le top 100 mondial sous tes ordres, mais si tu avais eu un joueur là sur le circuit actuellement, comment tu le conseillerais? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. On n'a pas de date de reprise, donc sans objectif, c'est difficile d'aller s'entraîner 5 heures par jour. Est-ce que la reprise, elle va avoir lieu le 15 juillet, le 15 août, le 15 janvier? Personne n'a de visibilité. Donc, aller comme ça, quand on a la chance d'avoir même un cours, c'est pas forcément évident d'aller s'entraîner comme si on allait jouer dans 15 jours. Donc, je crois qu'il faut pas s'emballer. Comme tout le monde, il faut attendre, il faut s'entretenir. Et c'est vrai, c'est une grosse différence. Il faut juste pour le moment s'entretenir. Il y aura le temps de toute façon avant la reprise des tournois. Oui. Le déconfinement, il va être progressif. Les joueurs, ils auront à minima 4 semaines pour pouvoir s'entraîner avant de reprendre les tournois. Donc, on ne perd pas son tennis comme ça. Vous savez, la technique de tennis, c'est comme le vélo. Ça ne se perd pas. Au bout de 4 semaines, le gars, il est revenu vraiment à son niveau maximal. Il ne faut pas perdre son physique parce que quelqu'un qui ne va rien faire et qui va prendre une dizaine de kilos, par exemple, ça va être très dur après à récupérer. Il y a une autre chose qui est importante, c'est aussi qu'il faut travailler un minimum et notamment pour ne pas se blesser à la reprise parce que imaginez quelqu'un qui n'a rien fait pendant 3 mois, le jour où il va reprendre dans l'urgence pour dire il faut à tout prix que je rejoue, et là il y a un grand nombre de blessures qui risquent d'arriver. Donc moi je prônerais pour un entretien régulier, mais pas forcément sur du quantitatif. Florent ? Alors pour mon expérience personnelle, comme je le disais, lorsque en début de carrière, avant de faire mes 7-8 années pleines où j'étais plus du tout blessé, j'ai été pas mal arrêté et sur des blessures. Et lorsque je m'arrêtais, c'était pas trop au niveau tennistique que je me sentais en difficulté en reprise. Je sentais bien la balle et je le vois d'ailleurs aujourd'hui maintenant. Quand je joue au tennis, franchement, j'ai l'impression de sentir mieux la balle qu'avant parfois. C'est lorsque je m'arrêtais, c'est le physique qui était le plus important. Le fait je m'arrêtais 10-15 jours, il me fallait 15 jours, 20 jours pour reprendre le niveau que j'avais avant. Et parce que j'étais plus lent, parce que je me déplaçais moins bien, donc forcément tu es moins bien placé, tu sens un peu moins bien tes coups. C'est là où l'entretien est super important. Et je pense que pendant ces périodes-là,
on peut faire sans jouer 5 heures par jour, parce qu'en plus, on n'a pas la structure de soins du coup à la maison qui est là pour quand on bosse 4-5 heures par jour, on fait quand même la récup qui est appropriée. Là, à part chez soi, à part faire des étirements, des assouplissements, c'est difficile d'avoir les massages, d'avoir la cryo, enfin tous les trucs qui vont autour. Mais l'entretien, il est super important. Tu peux aller courir tous les jours, garder le foncier, Avant le 10 cardio. Avant Tu 10 peux heures. travailler. Hein? Avant 10 heures. Hein. Ouais, à Paris, je crois, non? Je sais pas. Moi, tu peux travailler ton pied. J'ai même repris des séances de pied, là, tu vois, à m'amuser. Et moi, j'ai craqué. J'ai le voisin qui avait un vélo d'appartement dans son garage. Voilà, on nettoie tout, je lui pique, je pédale. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire en entretien pour ensuite essayer de revenir le plus rapidement possible. Mais je sais qu'il y en a qui font pas que ça. Et il y a certains joueurs qui sont confinés. Alors à l'étranger, vous avez Marin Cilic, qui est un exemple, qui est confiné lui au sein d'un groupe d'un club sportif. Enfin, il habite là-dedans. Donc forcément, tu as un cours de libre et tu peux aller taper. Tu as Lucas Pouille, comme l'a dit Jérémy, qui peut avoir un terrain. Donc forcément, tu peux travailler le physique sur le terrain aussi. Il fait beau en plus en ce moment. Il y a plein de choses à faire. Après, tout le monde n'est pas en appart, n'est pas en maison. Tu sais qu'il y en a un, par exemple, qui est aussi dans le sud de la France, qui tout de suite a senti le confinement. C'est Daniil Medvedev. Et effectivement, eux, ils se sont enfermés avec son entraîneur Jit Servara dans une maison, mais ils s'entraînent réellement. C'est des grosses charges d'entraînement toujours. Alors certes, effectivement, ils n'ont pas le coach, mais ils s'entraînent réellement. Maintenant, la chose, c'est on était en plus en début de saison, les mecs venaient de faire leur bloc d'entraînement, donc physiquement ils étaient plutôt pas mal pour la plupart. C'est de pas perdre, c'est de garder un minimum ce niveau-là pour, comme disaient Flo et Rod, pas repartir de zéro quand potentiellement on pourra jouer, quoi. Avant de se quitter et de finir par le quiz, tant attendu par vos fans, on va parler paddle. Alors on le rappelle, Jérémy Ritz est avec nous depuis le début de cette émission, vice-champion de France 2017, 3e en 2019, 6e en ce moment. Alors image à l'appui, Jérémy, qu'est-ce que le paddle en fait? Parce que tout le monde ne connaît pas, et en quoi ce sport diffère du tennis? Alors le paddle, c'est un mix en fait des sports de raquettes déjà existants. Souvent on dit c'est un mix de tennis et de squash. Donc on joue exclusivement à 2 contre 2, avec un filet au milieu comme au tennis, donc on se renvoie la balle de chaque côté du filet. Et la grande différence qu'il y a avec le tennis, c'est qu'on est entouré de murs, généralement en vitre, qui nous permettent de renvoyer la balle en utilisant les murs. Le terrain est aussi plus petit, les raquettes sont différentes parce que c'est des raquettes pleines. Donc voilà, c'est un jeu qui est un petit peu plus facile d'un point de vue technique que le tennis et qui apporte une grosse convivialité, et c'est un sport qui se développe aujourd'hui dans pas mal de pays, et notamment en France. Rodolphe, vous jouez au tennis? Oui, au tennis j'y joue, ça m'arrive. Au paddle un petit peu moins. J'ai commencé à jouer au paddle. Après, j'avoue que le temps que je consacre, je préfère à l'heure actuelle le consacrer encore au tennis pour essayer d'être compétitif, encore même à mon âge. Par contre, jouer au paddle, à chaque fois, c'est extrêmement ludique. Et il y a tous les joueurs qui ont un tout petit niveau de tennis, ils s'amusent tout de suite au paddle. C'est quelque chose qui est vraiment très ludique. Et un pays comme l'Espagne, aujourd'hui, vous avez plus de pratiquants au paddle qu'au tennis. Donc, c'est un sport qui est en pleine expansion. Et j'avoue qu'on se fait de temps en temps, entre copains, anciens joueurs, quelques petites parties de paddle qui valent quand même le détour, hein. Pas par le niveau, mais par plutôt... par la rigolade. Exactement. Florent? Moi, je joue pas du tout, non. Au paddle, j'ai peur que ça soit trop physique pour moi. Déjà que le squash, t'es trop bas sur les jambes, après j'ai mal à la hanche. Bon, le paddle, je suis un peu plus haut, mais ça va. Si tu sais pas jouer un minimum au tennis, les gens, ce qu'ils me disent, c'est qu'on s'embête. Alors qu'au paddle, tout de suite, sans jouer extraordinairement bien, tu arrives à trouver ce côté beaucoup plus jeu, et même pour des débutants et tout. Mais c'est vrai que j'aimerais bien taper un peu la balle une fois ou deux pour voir aussi ce que c'est. Mais ils me paraissent avoir des yeux partout, alors devant, derrière, jouer les balles hors du cours. Attends, il faut être vif, quoi. Il manque un peu de vivacité, moi. Julien? Alors moi, j'ai l'occasion de jouer, pas tout le temps, mais
un peu plus souvent l'hiver parce que je vais souvent sur Genève et j'ai l'occasion de jouer là-bas. Ouais. Mais je crois que le paddle ne veut pas de moi. Donc, c'est pas que j'aime pas, mais en fait, moi, j'aime bien la sensation, tu vois, de frappe comme au tennis, qu'on a quand même à mon niveau de paddle, que j'ai du mal à trouver. Mais effectivement, c'est un sport très ludique et j'ai un petit conseil à Jérémy. Je pense que s'il veut monter encore un petit peu, faut qu'il change de partenaire. Voilà, je pense Oui, parce qu'on va préciser. Quel est votre partenaire, Jérémy? Alors, partenaire pour cette année, qui malheureusement, au moment à l'arrêt, c'est un ami et un collègue de tous ces messieurs-là, qui s'appelle Jean-Michel Pécry, qui est un ancien joueur de tennis qui a été autour de la 200e place. Entraîneur d'Eliott Benchetrit, il me semble, en ce moment. Exactement. Ouais. Donc voilà, je joue beaucoup au paddle avec lui, mais je prends note du conseil. C'est lui je rappelle, c'est lui qui m'a fourni ma raquette. Ah, De paddle. Hein. Mais Julien, c'est vrai que Julien, visiblement, le paddle, c'est pas pour lui, mais finalement, il n'y a que le tennis qui est pour lui parce qu'on a la chance de pratiquer le ski ensemble. C'est la même chose. Oh non, c'est pas beau. Ah, c'est moche. Jérémy, comment on devient champion de paddle? Vous avez appris tout seul ou vous avez été formé? alors moi j'ai fait comme beaucoup de joueurs de tennis. Moi j'ai évidemment pas eu le niveau de ces messieurs. J'étais un joueur de seconde série correct, mais rien de plus que ça. Et j'ai découvert le paddle un petit peu par hasard avec des copains. Ça m'a beaucoup plu parce que je m'y retrouvais pour le coup un petit peu moins dans le tennis. Et le fait de pouvoir partager quelque chose en équipe, j'ai trouvé ça tout de suite super. Et bon voilà, donc j'ai découvert le paddle comme ça. Et puis après, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut vraiment progresser, et il y a aujourd'hui un certain nombre de joueurs français dans les meilleurs qui le font, il faut effectivement, si on veut aller se former ou progresser, il faut aller un petit peu en Espagne, qui est un peu aujourd'hui la mecque du paddle, puisque c'est là que se déroulent tous les plus gros tournois et c'est là que sont tous les entraîneurs, les meilleurs joueurs. Donc moi, je vis en France parce que je fais d'autres choses que du paddle dans ma vie, mais il y a aujourd'hui une dizaine, quinzaine de joueurs français qui ont fait le choix de partir en Espagne, y vivre pour se consacrer à un projet de paddle et essayer de, comme certains le font sur le circuit tennis, d'essayer d'avoir le meilleur niveau possible et de développer leur niveau. Voilà. C'est un sport en pleine expansion. Oui, Julien? Non, j'ai une petite question à Jérémy parce que pour en parler très souvent. En fait, parce que j'ai un pote qui est numéro 1 suisse, qui s'appelle Johan Potron, que Jérémy connaît peut-être, et en discutant avec lui, il me disait qu'en Espagne, il y a le style de jeu est complètement différent que les Français. Ça veut dire qu'ils jouent beaucoup plus en toucher, ils utilisent beaucoup plus les murs. Nous, les Français, on joue beaucoup plus direct, beaucoup plus puissant. Et il paraît que les Espagnols ont un peu intégré ça dans leur jeu, ils ont modifié ça, mais au final, c'est quand même le touch qui prend l'avantage sur la puissance, non ? Alors aujourd'hui, l'immense majorité des bons joueurs de paddle français sont tous issus du tennis. C'est que des joueurs de seconde série comme moi, voire parfois négatifs ou même un peu mieux, comme justement Johan Potron, je connais bien. Donc effectivement, on est arrivé dans le paddle avec les qualités qu'on avait au tennis, c'est-à-dire la volée, essayer d'être un petit peu agressif, tout ça. Le paddle en Espagne existe depuis beaucoup plus longtemps et donc il y a beaucoup de joueurs qui ont été formés exclusivement au paddle. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs mondiaux de paddle ne jouent pas au tennis et donc ils ont développé un style vraiment propre au terrain de paddle, alors que nous, étant des joueurs un petit peu plus récents, on a tous, on va dire, adapté le style du tennis. Et donc, la différence de style de jeu s'explique quand même en grande partie avec cet élément. Mais ça t'apporte de venir du tennis ou au contraire, ça peut te desservir? Ça apporte énormément puisque quelqu'un qui vient du tennis a forcément des capacités de balle, de raquette que quelqu'un qui n'a pas joué au tennis ou qui a même joué à d'autres sports de raquette n'a pas. Après, effectivement, quand on veut progresser, il y a un moment où il faut un petit peu désapprendre, c'est-à-dire le réflexe d'aller faire une demi-volée parce qu'on a l'impression qu'on sait bien le faire. Au final, on va vite se rendre compte que si on la laisse passer et qu'on la joue avec le mur, on va avoir une balle beaucoup plus facile. Donc il faut passer un petit peu par cette étape-là, désapprendre son tennis pour essayer d'apprendre un petit peu le paddle. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui quand même beaucoup de joueurs de tennis ou retraités ou même encore en activité très connus qui jouent vraiment très régulièrement. Moi, j'ai joué régulièrement avec Arnaud Clément, avec Arnaud Di Pasquale. J'ai joué avec même d'autres joueurs de tennis il y a un joueur comme David Goffin qui est à Monaco qui joue énormément. Je joue souvent avec Adrian Manarino. Il y a quand même des joueuses aussi. Alors, la numéro 1 mondiale, pour le coup, vous allez bien la connaître, la numéro 1 mondiale de paddle, c'est une joueuse qui était 30e ou 40e mondiale de tennis, s'appelle Marta Marrero. Oui, très bien. Assez jeune. Alors, je ne sais pas l'âge exact, mais avant la trentaine, qui est espagnole, évidemment, et qui s'est mise au paddle avec ses qualités de tennis, et qui, du coup, aujourd'hui, est la meilleure joueuse de paddle mondiale.
Après, comme je vous dis, on a l'exemple d'Alix Colombon qui a été autour de 400e, 500e mondial, qui est une joueuse qui s'est mis énormément au paddle et qui très vite, grâce à ses qualités de tennis, a eu accès à un niveau qui est quand même élevé aujourd'hui. Donc en général, plus on a été fort au tennis, plus on part quand même avec une bonne base. Ouais. Okay. C'est un sport en pleine expansion avec plus de 350 clubs en France, presque 800 terrains. On parle aussi de 50 000 pratiquants en France. Je ne sais pas si les chiffres sont encore d'actualité. Et Eric Clabat sur Facebook vous pose une question. Quel est votre regard sur l'évolution du paddle en France ? Alors pour être plus précis, les chiffres montrent un net développement à partir de 2016. Vous confirmez, Jérémy ? Oui, alors 2016, ça correspond à l'année où la Fédération française de tennis a récupéré le paddle. Donc effectivement, c'est un moment où il y a eu des moyens mis en place pour développer le paddle, l'organisation de compétitions, un circuit Made in FFT, des championnats de France. Voilà. Donc ça, c'est aussi des subventions pour créer des terrains. C'est quelque chose qui a évidemment accéléré énormément le développement du paddle. Les chiffres, ils sont à peu près justes. Alors, ils sont toujours un petit peu durs à calculer parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de licence paddle. Quelqu'un qui est joueur de tennis a une licence de la FFT, mais un joueur de paddle a aussi une licence FFT. Donc les chiffres sont toujours un petit peu durs à mesurer précisément, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de terrains. Il y a dans les clubs de tennis, et là, messieurs vont le savoir encore mieux que moi, il y a quand même beaucoup de clubs qui maintenant, en tant qu'activité complémentaire, ajoutent 1, 2 ou plusieurs terrains de paddle. Et puis, il y a à côté de ça aussi des structures privées dédiées au paddle qui se lancent. Mais voilà, de plus en plus, dans les clubs de tennis, il y a des paddles. Et c'est utiliser un petit peu justement ce qu'on disait tout à l'heure pour retrouver un petit peu du lien social, la convivialité qui, dans des clubs de tennis aujourd'hui, sur les peut-être 5, 10, 15 dernières années, ont peut-être eu tendance à se perdre un petit peu. Et peut-être que le paddle peut essayer de relancer certains clubs par ce biais-là. En tout cas, je pense que c'est ce que les gens recherchent. Merci beaucoup, Jérémy. On va se quitter avec le quiz jingle. Alors messieurs, à tour de rôle, vous me donnerez chacun une réponse. Je vais poser une question, chacun à tour de rôle, vous me donnerez une réponse. En cas de mauvaise réponse, c'est la mort subite. Out. Pour désigner celui qui va commencer, parce que forcément il aura l'avantage, vous me donnerez chacun un chiffre entre 0 et 30, s'il vous plaît. 23 pour moi. 7. 28. 6. C'est Rodolphe qui est le plus proche. Allez, 23, c'est pourquoi j'ai pris le 23. Michael Jordan, les amis. La question. Citez-moi à tour de rôle un joueur qui a été dans le top 3 mondial à l'ATP dans sa carrière, au moins une fois, au moins une semaine, sans avoir remporté de grand chelem. Depuis donc le 23 août 1973, puisque c'est la date de l'entrée en vigueur du classement ATP. Combien il en faut Bah, je vous dis pas, c'est trop facile. Sinon. Il y en a beaucoup. Il y en a. Oh non, tu fais chier. Il y en a assez. Il y en a assez. C'est à moi de Tout répondre. le monde passe. Rodolphe, donc c'est à vous de commencer. J'ai pas entendu. Ah, mais femmes confondues. Rios. Marcelo Rios, on est bon. Non, que les hommes. Que des hommes. C'est qui après? On enchaîne ensuite avec Florent. C'est dur, il vient de me piquer Rios, mais c'est pas grave. Je vais en trouver un autre. Arrête Flo, il est déjà sur Google là. Non, je réfléchis. Non, regarde. Tu l'as vu On va fonctionner par tour. Donc à la limite, si Julien ou Jérémy vous en avez un. Oui. Tomias. Tomias, c'est bon. Nicolas Skiffer. Et Nicolas Skiffer. Pas top 3. C'est pas bon. On va vérifier. On va Seb Grosjean. Seb Grosjean, il n'a pas été 3 non plus, je ne crois pas. Il a été 4. Moi, je peux en donner un autre. Top 3, t'as dit que j'étais sur le top 5. Top 3. Aïe. Dominique Thiem. Dominique Thiem, c'est bon. Julien. Je réfléchis. Rodolphe, tu veux continuer ou pas? Je pense qu'il y a notre ami argentin. Nalbandian. Nalbandian est une bonne réponse. Voilà. Magnus Norman. Bonne réponse. Ouais, bien vu. Nala Roland, bien vu. Dans les récents aussi, dans la génération de Thiem, il y en a un autre. Qui est-ce? Zverev. Tout à fait, Zverev. Ouais. Et Tsitsipas, il était combien? Non, 5. 4. 5. Après, dans les plus vieux. Medvedev. Non. 4. Andrei. Il n'a pas été 3. Ni Andrei, ni Daniil, non. Correggia, peut-être. Correggia est une bonne réponse. Bien vu. Il en manque 1, 2, 3, 4, 5.
6. Français, il n'y a pas de français, je Non, crois. il en manque 6. Il y a un russe, Bah, Davydenko. Davydenko. Ouais. Ouais. Il y a un autre argentin. Coria. Ouais, Ah, bravo. Ouais. Celui-là, je vous le donne pas, il est trop facile. La nationalité. La nationalité est trop facile. Ouais, parce qu'il doit être le seul. Ouais. Il n'y a pas d'Américain là-dedans? Ah non, il n'y a pas Andrei Medvedev. Ça finit par un V, mais non, c'est pas Medvedev. Il y a un Espagnol qui a pris sa retraite il y a pas longtemps. David Ferrer. Ah, Ferrer. Ferrer. Ferrer, ouais. Il y a un Croate. Non. Ljubi. Ljubicic. Ah Bravo. Il y a un Canadien. Raonic. Simon Larose. Raonic. Simon Larose. Et puis le dernier, c'était Grigor Dimitrov. Ah, ouais. Mais qui est le champion? Bah, c'est toi, t'en as donné Ah, deux. T'en as donné d'accord. deux, c'est bon. Ouais, bah, ça s'appelle l'expérience. Hein, messieurs, à vos pupitres. Bon, merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. C'était un plaisir de vous avoir réunis pour débattre de cette actualité. On se retrouvera pour d'autres émissions les prochaines semaines. Et en attendant, restez bien confinés et faites attention à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et à très Ah, bientôt. ciao. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.